Salut les esprits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'immobilier et de pourquoi, selon moi, le marché ne craquera pas. Alors on est dans une période particulière avec la guerre, avec les taux qui remontent, avec une baisse des transactions au début d'année. Beaucoup de personnes sont inquiètes, mais je ne suis pas très inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi et on va débattre ensemble de ces raisons-là et voir si ça peut tenir dans la durée. C'est parti. Alors dans un article sur France Info, on y voyait que les transactions ont baissé de 17%, ce qui n'est pas anodin et donc ça inquiète beaucoup de personnes. Alors évidemment, tout le monde y est allé de son explication sur la hausse des taux, sur d'autres raisons. Évidemment, ce qui derrière effraie beaucoup de personnes, c'est le fait que les prix de l'immobilier puissent craquer. Et selon moi, cela n'arrivera pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien entendu, je dois préciser que moi je suis assez fortement exposé à l'immobilier. J'ai un patrimoine qui est estimé à environ 3 millions d'euros, mais je dois aussi préciser que ce patrimoine soit estimé à 4 ou 5 millions ou que ça tombe à 2 millions, finalement ça ne changera pas trop mon quotidien puisque les loyers resteront au niveau où ils sont. Et puis même s'ils étaient un petit peu ajustés, ça ne changerait pas non plus forcément mon quotidien. D'une autre manière en plus, si l'immobilier était amené à baisser même fortement, moi très honnêtement j'en rachèterais. Donc évidemment j'ai un biais puisque je suis exposé à l'immobilier, mais dans l'absolu le marché fera bien évidemment ce qu'il veut sans tenir compte bien entendu de mon opinion. Et dans tous les cas, je ferai en sorte d'y trouver mon compte. Cela dit, beaucoup de personnes paniquent puisqu'on est dans une situation un petit peu exceptionnelle. Déjà la dette par rapport au PIB français atteint 113,5% à la fin de l'année précédente, ce qui est colossal. Il faut savoir que la France est un pays qui est endetté à hauteur de 2700 milliards, donc c'est ce que la France doit rembourser, donc 2700 milliards. Et selon moi, c'est déjà le premier facteur qui fait que l'immobilier ne peut pas craquer. C'est tout simplement que les taux d'intérêt ne peuvent pas beaucoup monter. Donc je vais m'expliquer là-dessus. Donc le taux des crédits qui vous sont proposés par les banques sont déduits, calqués sur les taux directeurs que décident les banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne pour la France. Et donc du coup, c'est ça qui détermine historiquement la capacité d'endettement des ménages. Mécaniquement, si les taux augmentent, les ménages ont moins de capacité à s'endetter et donc les prix s'ajustent. Alors un ajustement des prix sera évidemment possible si les taux augmentent un peu, mais selon moi, les taux ne pourront pas beaucoup augmenter parce que ces taux sont aussi ceux qui servent finalement à valoriser la dette. Donc si les taux augmentent, ça veut dire que ça coûtera plus cher à l'État français de s'endetter et que le coût de sa dette, alors qui n'est pas linéaire et qui évolue dans le temps, mais le coût de sa dette globalement va augmenter. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ailleurs la France est concernée, mais c'est loin d'être le seul pays. On peut citer les États-Unis qui sont dans une situation très similaire et plein d'autres pays européens. Donc concrètement, ça veut dire que les taux ne peuvent pas mécaniquement monter jusqu'à 5%, 6% ou plus, puisque ça mettrait de facto les principaux États pays occidentaux en défaut de paiement. Ils ne seraient pas en mesure de rembourser leurs dettes. Vous comprenez bien que le service de la dette sur 2700 milliards n'est pas le même quand on emprunte à 1% que quand on emprunte à 5%. Donc ça, c'est déjà la première raison qui fait que, selon moi, les prix de l'immobilier ne vont pas craquer puisque les taux ne peuvent pas beaucoup augmenter. Si on regarde l'historique des taux des crédits immobiliers, vous voyez qu'on est sur un plus bas historique autour de 1%, mais que dans le passé, pas forcément très lointain, nous étions à des taux à 3 à 5%. Alors il faut aussi comprendre que dans l'immobilier, bien entendu, on a déjà eu des taux élevés de 5 voire 10% il y a un peu plus longtemps, il y a plus de 20 ans. Et donc quand les taux étaient à 5%, l'immobilier n'a pas craqué pour autant. Donc par déduction, vous comprenez bien que c'est pas parce que les taux augmentent que les prix craquent. Il peut y avoir un ajustement, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple que ça et ce n'est pas aussi mécanique que ça. Ce qu'il faut comprendre dans cette relation entre les taux et les prix, c'est qu'il y a en fait beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, ce qui rend évidemment difficile toute prédiction. Mais mon avis est que cela ne peut pas craquer.
parce que déjà l'immobilier a une autre fonction que je vais évoquer. Ce qu'on peut voir sur cette courbe ici, c'est que lors de la crise des subprimes en 2008-2009, les taux avaient monté d'un coup avant de rechuter fortement. Et le truc, c'est que si on regarde les ventes immobilières, eh bien qu'est-ce qu'on voit en 2009-2010 ? Alors les ventes ont chuté en 2009 parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais 2010-2011, les ventes sont reparties à la hausse de manière très importante. Donc ce qui s'est passé dans la crise précédente, eh bien on l'a vu aussi durant la crise du Covid là, c'est que on a vu en 2020-2021 les transactions qui ont baissé. Et on voit que ça repart en fait en 2022, même si c'est timide, même si ça ne sera peut-être pas autant qu'avant. En fait, il faut comprendre qu'il se passe une chose de très particulier avec l'immobilier. Ce qui se passe de très particulier avec l'immobilier, c'est tout simplement que l'immobilier fait office de valeur refuge. Aujourd'hui, le fait que les taux sont extrêmement bas et que l'inflation est particulièrement élevée, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'inflation récemment, ce qui fait que si vous avez aujourd'hui 100 000 euros de côté sur un compte, même sur une assurance vie, vous avez votre argent qui est à risque, avec un risque possible, probable de la dette française, et donc l'assurance vie est essentiellement de la dette française, des obligations d'État. Donc il vaut mieux prendre, et en plus ça ne rapporte rien. L'inflation, si elle est à 6-7%, que votre assurance vie vous rapporte 1 ou 2%, déjà vous perdez 5% à peu près sur votre somme, en plus d'être à risque. Donc, ce que font la plupart des gens dans ces cas-là, c'est qu'ils commencent à faire de l'arbitrage. Donc, ils vont réorienter leur argent vers d'une valeur refuge comme l'immobilier. D'ailleurs, dans un article sur le Figaro, on y voyait qu'en 2022, il y a eu une augmentation de 55% de l'investissement dans les SCPI de la part des Français. Je vous mettrai le lien vers ma formation sur SCPI rentable si vous voulez savoir comment choisir des SCPI. Mais vous comprenez bien que du coup, il y a vraiment un engouement pour des Français pour l'immobilier, pour la valeur refuge que cela procure. L'immobilier a ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Par contre, il y en a un qui est vraiment intéressant, c'est que ça a tendance à garder sa valeur dans le temps et qu'en plus, les loyers suivent plus ou moins l'inflation, ce qui permet de conserver du pouvoir, le pouvoir de l'argent que vous avez investi, le pouvoir même de rendement que procure l'immobilier. Donc vous comprenez que finalement, le fait que les conditions de crédit se soient un peu resserrées avec le HCSF et avec tout ce qu'on a entendu, évidemment ça a écarté certains acquéreurs les plus fragiles, ceux qui avaient les moins bons dossiers, mais par contre ce qui se passe aussi avec ce phénomène-là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont de l'argent de côté, qui n'ont pas recours au crédit bancaire ou pas en totalité et qui vont faire de l'arbitrage et donc qui vont réorienter leur argent vers l'immobilier tout simplement pour le sécuriser. L'immobilier est une valeur refuge. De la même manière, si je repasse sur mon graphique ici, vous voyez que sur 2021-2022, on voit en fait les transactions neuves qui restent finalement très faibles alors que les transactions dans l'ancien augmentent. On a pu voir d'ailleurs le phénomène similaire en 2010-2011 où les transactions dans le neuf étaient stables et dans l'ancien avaient beaucoup monté. D'où ça vient? Faut comprendre qu'avec la tension qu'il y a sur les matériaux, sur les délais de construction et globalement le coût de la construction, eh bien en réalité, le marché de l'ancien, de ce qui existe déjà, a un bel avantage, c'est que c'est déjà là. Alors ça peut nécessiter malgré tout aussi de la rénovation, mais ça ne sera pas du tout les mêmes coûts et pas du tout les mêmes contraintes que de faire construire que le neuf. Donc le marché de l'ancien a aussi cet avantage-là, c'est que vous pouvez prendre un appartement, même s'il est tout à fait lambda, un appartement qui a 10 ans, qui est dans un état moyen, il vaut mieux acheter ça que finalement garder votre argent sur une assurance vie en obligation d'État. Et là où je voulais en venir avec le prix des matériaux, c'est que ça crée une barrière supplémentaire à l'entrée, puisque ça va réduire le nombre de logements qui va être construit, et que donc, vu qu'on construit moins de logements, ça veut dire que le parc existant prend un peu plus de valeur puisqu'il est déjà là, il est déjà construit. Donc quand on met bout à bout le fait que les taux ne peuvent pas beaucoup monter, alors peut-être que les taux monteront à 2-3%, mais ils ne pourront guère aller au-delà. Et c'est pas des taux à 3% qui vont faire craquer le marché immobilier. Donc vous prenez ça en compte, vous prenez en compte tous les réarbitrages que font les Français entre des placements peu rémunérateurs
qui ne protège pas assez de l'inflation et qui le renvoie vers l'immobilier. Vous prenez en compte le fait que il y a une tension sur les matériaux, sur les délais de construction et donc l'ancien a tendance à être préféré pour ces raisons-là, en plus d'être abordable à des tarifs plus abordables pour la plupart des gens. Et enfin, il y a un dernier phénomène aussi, c'est qui a complètement rebalancé les cartes suite aux 2 années que nous avons traversées, c'est que finalement, il y a beaucoup de changements d'usage dans l'immobilier. Auparavant, lorsque vous aviez une maison dans un village, c'était considéré comme une maison de vacances. Aujourd'hui, ça peut être un investissement tout à fait rentable pour les gens qui sont en télétravail, pour même les gens qui sont en travail à distance et qui se déplacent, ce qu'on appelle les nomades digitaux. Et donc, du coup, ça rebalance un peu les cartes. Aujourd'hui, avoir un appartement en plein centre de Paris reste toujours évidemment un gage de maintien de valeur dans le temps, mais ce n'est plus aussi évident que ça l'était auparavant, puisque à côté de cela, des appartements bien placés dans des petites villes ou des villes de taille moyenne ont aussi du coup maintenant vraiment leur carte à jouer. Donc ça a finalement redistribué la qualité des emplacements un petit peu différemment, ça a un petit peu réorganisé les choses, ces changements d'usage qui sont la conséquence des 2 années que nous avons vécues, du télétravail qui est quand même un petit peu rentré dans les mœurs, même si il y a eu un retour au bureau depuis quelques mois, et globalement des gens qui profitent de travailler à distance. Moi, je le vois autour de moi au Portugal, j'ai beaucoup d'amis qui sont en fait anglais, australiens, qui viennent d'Afrique du Sud et qui travaillent à distance pour leur boîte en étant ici physiquement. Donc c'est quand même quelque chose qui est entré dans les mœurs, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, on est toujours un petit peu à la traîne de ce genre de sujet, mais aujourd'hui, il est assez facile de trouver un job en remote, à distance, pour une société basée aux États-Unis. C'est quelque chose qui est devenu monnaie courante. Si vous avez une compétence recherchée, croyez-moi, là, il n'y a aucune boîte qui va rechigner à ce que vous soyez en remote plutôt que de ne pas vous recruter si elle a vraiment besoin de vos talents. Donc voilà, vous comprenez bien que selon moi, tous ces facteurs font que l'immobilier ne craquera pas. Peut-être que les prix vont un petit peu baisser si les taux augmentent, c'est possible, mais il n'y aura pas de baisse de 30% ou même de 20% selon moi, parce que ça n'est déjà jamais arrivé par le passé quand les taux avaient remonté un petit peu, et que en plus là on est dans des conditions qui font que valeur refuge plus hausse des taux impossible, plus les changements d'usage, plus les personnes qui réorientent leur épargne, tout ça, ça fait que c'est des éléments qui vont soutenir le marché immobilier très fortement. Ça ne veut pas dire que les prix vont prendre encore 10 ou 15% par an, bien entendu, mais ça veut dire aussi que les prix ne sont, selon moi, pas prêts du tout de craquer. Voilà, pour conclure, vous comprenez que moi, dans ma posture, j'ai de l'immobilier, mais j'ai pas que de l'immobilier. Je pense qu'il faut être exposé à plusieurs classes d'actifs. Il faut développer un patrimoine qui soit diversifié. Moi, je suis beaucoup exposé aux actions, aux sociétés commerciales qui travaillent partout dans le monde, aux meilleures sociétés grâce aux dividendes. Et tout ça vient compléter la sécurité financière que je me suis créée. Et c'est important de pouvoir être diversifié, de ne pas dépendre d'un marché immobilier, d'un pays ou d'une seule source de revenus. Mais en tout cas, je reste vigilant, je surveille ce marché pour voir comment cela évolue en France. Et dans tous les cas, vous avez vu que finalement, en plaçant simplement de l'argent dans des SCPI, vous pouvez tout à fait être diversifié en Europe très facilement. Donc ça évite d'être exposé par exemple simplement à la France si vous êtes concentré en France. Voilà. Donc en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que j'ai complètement tort parce que je suis à côté de la plaque, parce que j'aime trop l'immobilier? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, il y a quelques points qui vaillent la peine d'être défendus? Est-ce que vous avez des exemples à montrer, à partager de pays où l'immobilier a craqué dans des situations similaires en ce moment? Peut-être que c'est le cas. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous ai exposé mes arguments. On en parle. Salut!